Madame, Monsieur, bonjour. Nous avons aujourd'hui avec nous sur le plateau d'Al-Mouatine, Monsieur Dominique Cabiot. Donc, Monsieur Dominique Cabiot, bienvenue sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est un honneur pour moi d'être reçu chez vous ce soir. Merci. Donc, vous êtes administrateur délégué de l'Université ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui se trouve à Charleroi. Avant ça, vous étiez aussi vice-président national de la CSC. Et avant tout ça, vous avez aussi fait une carrière au cabinet du ministre Philippe Maystadt. Et vous êtes aussi membre du conseil d'orientation de l'Académie de recherche et de l'enseignement supérieur. Et c'est exact. En effet. Voilà. Pour vous connaître encore un peu plus, nous voulons en fait partager votre carte visite. Qui êtes-vous exactement, monsieur Dominique Cabiot? D'abord, je suis flatté d'être reçu chez vous ce soir. Un plaisir. Je considère que l'honneur échoit à l'université ouverte. Bon, ma modeste personne, donc j'ai 56 ans, 57 au mois de décembre. J'essaye de servir du mieux que je peux et je l'ai fait comme syndicaliste, comme vous l'avez dit. J'étais vice-président national de la CC Service Public jusqu'il y a 3 ans, moment à partir duquel j'ai eu la possibilité de participer au lancement de l'université ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je suppose qu'on en parlera tout à l'heure parce que c'est un outil tout à la fois innovant, original et ça se développe bien. Effectivement, j'ai démarré ma carrière au cabinet du ministre Philippe Maystadt, qui est une belle école. Donc, c'est aujourd'hui le président de la RES, d'ailleurs, dont vous avez parlé. Et j'étais agent des services publics. Je suis un militant. Je considère que un certain nombre de valeurs doivent nous animer, comme la solidarité. Je pense que le développement n'est jamais individuel, il n'est intéressant que lorsqu'il est partagé, que lorsqu'il est collectif. Et tout au cours est-ce qu'on doit parler d'une carrière? Non, mais tout au cours de ma trajectoire, j'ai eu ce bonheur, en tout cas, de ne jamais avoir le sentiment de travailler parce que à chaque étape de ma vie, je disais que j'avais la chance d'être payé pour réaliser ma passion. Donc je ne pense pas m'être jamais rendu un seul jour au boulot avec des semelles de plomb, parce que à chaque fois les projets étaient passionnants. Le dernier défi depuis 3 ans à l'université ouverte est plus passionnant que les autres, parce qu'il s'agit de ma région, Charleroi, dont vous savez qu'elle prend de plein fouet aujourd'hui un certain nombre de situations économiques. On a annoncé la fermeture du site de Caterpillar, la restructuration des banques qui vaut pour l'ensemble du pays, mais frappera aussi la région de Charleroi. Donc on peut dire que rien n'a été épargné dans la région de Charleroi. Mais je pense que devant tout, je suis un enfant de Charleroi, je viens d'une famille populaire, j'en suis très fier, et devant tout à ma région, que j'aime, je crois que c'est parfois surprenant, Charleroi avait une image de marque un peu dépréciée ces dernières années. Ça change beaucoup. Aujourd'hui, on parle de Charleroi comme le nouveau Berlin, il y a une activité culturelle très intense, il y a beaucoup de choses qui se développent à Charleroi, mais j'estimais que lorsque la possibilité m'a été donnée de participer à l'aide d'un outil de développement particulièrement intéressant comme l'université ouverte, j'estimais que c'était une chance personnelle et que c'était pour moi un devoir de retourner vers ma région pour mettre cette capacité de travail, cette expertise, cette expérience que j'ai acquise au service du développement collectif. Justement, Charleroi accueille le siège du premier ensemblier de formation supérieure de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'université ouverte, en 2014. Mais ce projet, pour avoir le jour, a dû attendre plus ou moins 40 ans. Oui. Pourquoi, en fait? Quels seront les obstacles qui ont empêché la concrétisation de ce projet? Donc c'est une idée, effectivement, qui a plus de 40 ans. Elle est née, cette idée, du constat essentiellement du mouvement ouvrier, des forces syndicales à l'époque, qui constataient qu'au fond, c'était la classe ouvrière qui contribuait le plus par ses impôts
à la construction de l'enseignement, au développement des formations supérieures, mais c'était la classe qui contribuait le plus au fonctionnement qui en bénéficiait le moins. Le nombre de personnes, de jeunes issus de la classe ouvrière accédant à l'enseignement supérieur universitaire était le plus faible. Donc la revendication, il y a 40 ans, était surtout axée sur un plan de développement individuel, développement personnel. Chaque ouvrier ou travailleur avait la possibilité d'aller suivre une formation supérieure, lui donner cette possibilité de manière à avoir une promotion individuelle, de manière à avoir un avenir, développer son capital humain. Ça, c'est l'idée de départ. Un peu d'ailleurs sur le modèle de ce qu'était l'Open University anglaise dans les années 70. Et rappelez-vous, quand on a lancé cette idée d'Open University, à quel point les académiques traditionnels en Angleterre ont ironisé comment c'est pas possible. Aujourd'hui, l'Open University anglaise est la principale université, le principal vecteur de formation supérieure universitaire en Angleterre. Par la suite, le projet a été soutenu par d'autres forces vives qui ont compris deux choses, à savoir que c'était aussi important pour le développement régional, pour le développement collectif, le développement économique, d'avoir un développement du capital humain sous la forme d'une formation, et que ce n'était pas uniquement individuellement qu'on allait chercher cette formation, mais qu'il était important que les services, entreprises puissent trouver dans une région les ressources, le personnel formé, qualifié dont elle avait besoin. La région de Charleroi souffre enfin, s'il y a un problème, ce serait facile, mais souffre en tout cas d'un vrai handicap qui est, nous n'avons pas le siège principal d'une université. Bon, ça, le siège principal, Louvain-la-Neuve, il s'en est fallu peu, semble-t-il, les historiens, pour évoquer que lors de la scission de Louvain, ça ne s'installe à Charleroi, mais ça ne s'est pas fait. Et donc, autant nous avions un enseignement technique et professionnel de grande qualité, autant les mutations qui ont fait en sorte que le besoin de main-d'œuvre était un besoin de main-d'œuvre plus qualifié, des gens plus formés, la technicité, la complexité des choses et le développement des techniques et des processus, Charleroi avait ce handicap. Or, on sait que la distance est un critère important. Au-delà de 50 km, c'est beaucoup plus difficile. Il faut déménager, il faut habiter un côte, il faut des moyens. Il y a aussi un certain nombre de stéréotypes qui bloquent. Et moi, je viens d'une famille où on disait, mais l'université, c'est pas pour nous. Hein. On avait les adultes souhaitaient que leurs enfants soient entre guillemets, mieux qu'eux. Mais c'était... l'ouvrier des chemins de fer souhaitait que son fils soit contremaître et que sa fille soit infirmière. Et ce n'était pas du tout une critique de dire ça, mais il y avait des stéréotypes par rapport à l'enseignement supérieur universitaire qui bloquaient. Donc Charleroi a eu ce handicap-là que nous vivons encore aujourd'hui. Dans les chiffres qui sont disponibles, on s'aperçoit par exemple que au niveau wallon, 28 à 29% de la population est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. À Charleroi, c'est entre 17 et 18%. Et on vient de loin, on vient de 11%. À un moment donné, c'était la moitié. Alors, Charleroi, je ne dirais pas rattrape un retard, il y a une progression dans la région de Charleroi-Sud-Hainaut aussi, mais l'écart entre Charleroi-Sud-Hainaut et le reste du pays continue. Donc nous avons un déficit de personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou universitaire. Donc cet écart pose un problème pour deux raisons. D'abord, parce que les carolorégiens, alors lorsqu'ils veulent suivre une formation supérieure universitaire, dans un certain nombre de situations, doivent quitter Charleroi, ils vont à Louvain, ils vont à Liège, ils vont à Namur, ils vont à Bruxelles, ils vont à Mons, et ils ne reviennent plus. 1 sur 2 ne revient plus. Il part étudier à l'extérieur et puis, pour toutes sortes de raisons, il ne revient pas dans la région. Donc c'est une sorte de fuite des personnes qualifiées. Deuxième élément, c'est que le nombre, les offres d'emploi des régions de Charleroi, 28% des offres d'emploi demandent une personne qui a une formation d'enseignement supérieur universitaire. Et nous avons 17%. Ce qui veut dire qu'il y a là il y a un gap. Ce sont des gens qui viennent à Alstom. Il y a peu d'ingénieurs qui viennent de la région de Charleroi. Ça, c'est un élément que faisait remarquer une personne de l'Union wallonne des entreprises. Et donc nous devons rattraper ce retard, faire en sorte que nous offrions des formations supérieures de proximité, que nous luttions contre les stéréotypes,
que nous travaillons sur l'orientation, l'aide à la réussite, donc faire en sorte que les gens se disent mais non, c'est aussi pour moi, il y a une possibilité de formation près de chez moi, qu'est-ce que je veux réellement faire? C'est d'ailleurs frappant la manière dont dans l'enseignement secondaire, un certain nombre de jeunes, au sortir de l'enseignement secondaire, choisissent des études sur base de critères qui sont parfois étranges et qui ne sont pas forcément sont pas liés au métier en pénurie, ne sont pas liés à leur goût réel ni à leur aptitude. Il y a là des critères qui, des éléments qui peuvent être améliorés. Et donc, c'est pour cette raison que cette vieille idée de plus de 40 ans à Charleroi a été concrétisée par qui? Par les forces vives de la région, c'est-à-dire le comité développement stratégique, et, disons-le aussi, grâce à la détermination du bourgmestre, ministre-président de la région Wallonne, Paul Magnette, qui, lui-même professeur d'université, a dit « mais ça, c'est un outil. Nous ne pouvons pas, ancienne revendication dans la région de Charleroi, créer une nouvelle université, d'abord parce que l'offre de formation supérieure universitaire en Fédération Wallonie-Bruxelles est complète, il ne faut pas créer une université en plus, et ensuite, budgétairement, parce que ça ne s'envisageait pas. On n'est pas dans un contexte tel qu'on peut imaginer de créer une nouvelle université avec tout ce qui complète, avec des filières et des profs. Par contre, développer un ensemblier de formation, c'est-à-dire une structure qui permet, sur base des formations qui existent déjà, sur base des institutions, hautes écoles, universités, écoles supérieures, promotion sociale, de monter à Charleroi, des formations, une offre de formation qui correspond à un besoin et qui aujourd'hui n'est pas rencontré. J'étais un peu long, mais, c'est l'histoire de l'université ouverte. Tout à fait. Mais quels sont en fait les buts poursuivis justement pour atteindre ces objectifs que vous venez maintenant d'étaler, d'expliquer, à savoir donner la possibilité en tout cas à ces personnes ou les habitants de Charleroi et peut-être aussi au niveau de Bruxelles à pouvoir se former et à pouvoir avoir la capacité justement d'atteindre le marché d'emploi et vu aussi la crise économique qui est à Charleroi et qui est un peu très difficile. Donc l'objectif c'est faire en sorte que Charleroi Sud-Hénaut, je globalise parce que, et d'ailleurs ça vaut aussi peut-être pour l'ensemble du Néo, les chiffres sont, en tout cas, offrent les mêmes configurations. Donc l'objectif c'est de faire en sorte que la région Charleroi-Sud-Hénaut rattrape son retard. Vous savez qu'un des objectifs de la stratégie Europe 2020, qui a succédé à la stratégie de Lisbonne, l'Europe de la connaissance, c'est que 40% de la population soit titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on arrive à ces chiffres dans la tranche d'âge 30-35 ans. Mais dans l'ensemble de la population, on n'y est pas. On est autour de 28-29%. Donc, une société de la connaissance. La déclaration de politique générale au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles insiste sur cette idée, une société de la connaissance. On sait que le développement économique, le développement régional passe par un développement du capital humain et le développement du capital humain passe par l'éducation. C'est dans le très beau film de Cyril Dion, Demain, l'éducation, qui est d'ailleurs toujours dans tous les indicateurs qui mesurent le bien-être, les indicateurs modernes qui ne sont pas uniquement le PIB. Vous savez qu'on a le PIB, il mesure de façon assez absurde parfois l'évolution d'une société, mais dans tous les indicateurs alternatifs au PIB, l'éducation, comme la santé, c'est un critère important. Dans le film Demain, on parle même de l'enseignement comme une action racine, c'est-à-dire une action qui interfère sur l'ensemble. L'action sur l'éducation va avoir un impact sur l'ensemble des choses. Et donc, ça, c'est l'objectif, c'est faire en sorte qu'un maximum de jeunes, un maximum d'adultes s'orientent vers l'enseignement supérieur, développent l'idée de la formation tout au long de la vie, parce que cette idée sur laquelle on a un boulot à 25 ans et on le garde jusqu'à 65, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, la révolution numérique, on ne mesure pas encore l'impact de la révolution numérique. C'est énorme. Autant la mécanisation a eu un impact sur le robot, a eu un impact sur le col bleu, autant la numérisation, la digitalisation va avoir un impact sur le col blanc. Les métiers évoluent.
un certain nombre, je ne sais plus quel pourcentage, mais un certain nombre de métiers qui existent aujourd'hui n'existaient pas il y a 5 ans. On sait que de nombreux métiers n'existent pas encore aujourd'hui, existeront 5 ans. Il y a des études qui sont intéressantes là-dessus. Il faut adapter les besoins. L'objectif, c'est d'amener des gens vers l'enseignement supérieur et de faire en sorte que cette idée d'une formation tout au long de la vie ne soit pas perçue comme une sanction, comme une difficulté, comme une impossibilité, comme une contrainte, mais au contraire, comme un élément lié à l'épanouissement, lié au bien-être, se former, rester au contact des évolutions, etc. On ne peut plus vivre comme on l'a fait il y a quelques années, où vous savez, vous avez des étudiants dans l'enseignement technique et professionnel qui travaillaient sur des machines qui n'existaient plus dans aucune usine, parce que simplement il y avait... voilà. Et donc on avait des gens qui peut-être étaient bien formés, mais qui ne correspondaient pas au métier dont la société avait besoin. Je ne dis pas l'industrie comme si c'était une machine à manger des hommes, mais dont le développement économique avait besoin, le développement régional avait besoin. Alors comment est-ce qu'on fait? Évidemment, énormément d'angles, de leviers. Il n'y a pas un levier, mais on peut travailler sur l'information. Je prends une illustration. La région de Charleroi a besoin, comme toutes les régions d'ailleurs, d'ingénieurs. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire au niveau du secondaire, au niveau du technique, au niveau des classes terminales, est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire des informations sur aller vers ces métiers qui, a priori, font peur, mais je pense qu'on peut, à un moment donné, montrer à quel point c'est important, ça peut être passionnant. Tout le monde n'est pas fait pour ce type de métier, mais réaliser une bonne information, fin décembre, l'université ouverte, avec l'UCL, organise 2 jours qu'on appelle Carolo Information, où les étudiants de 5e et de 6e année de secondaire vont être confrontés à des professionnels, à des entreprises qui vont leur expliquer à quoi correspond. Dans le temps, ça se faisait, c'était le Rotary qui faisait ça, mais vous aviez envie d'être avocat, vous aviez envie d'être historien, vous aviez envie d'être architecte, et vous alliez rencontrer au cours d'un salon quelqu'un passionné par le métier qui vous expliquait, et ça incarnait beaucoup plus que... Oui, justement, est-ce que les formations que vous proposez en fait au sein de l'université ouverte sont des formations qui répondent à un besoin du marché, ou sont des formations choisies par l'étudiant lui-même, par l'apprenant lui-même, etc. Est-ce qu'il y a, vous vous basez sur des études ou des exercices d'évaluation diagnostique? Quels sont en fait vos moyens de... Oui, dans nos critères, nous devons, ça c'est l'accord de coopération entre la région Wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles de 2013, prévoit que nous devons travailler en étroite collaboration avec l'IFA-PME, avec le Forem, avec les instances économiques, les organisations patronales, les organisations syndicales. Dans le conseil d'administration de l'université ouverte se trouve l'Union Wallonne des entreprises, se trouve la Chambre de commerce, se trouve le Forem, l'IFA-PME, parce que l'obligation nous est faite de ne pas organiser des formations comme ça parce qu'on rêverait, parce qu'une possibilité serait là, mais au contraire, nous devons être extrêmement attentifs aux métiers d'avenir, aux métiers en pénurie. Et donc là, nous faisons un gros travail qui consiste à être très attentif à ce qui paraît. Je sais que le Forum a fait paraître récemment la liste des métiers d'avenir en pénurie, en tension. Nous lisons cela et nous essayons, pas plus tard que demain matin, je rencontre un partenaire académique parce qu'on se dit il y a peut-être une possibilité de développer une formation. Notre souhait, c'est qu'évidemment des gens suivent des formations qui puissent à un moment donné, déboucher sur un emploi. Vous savez, on parle d'accroissement du capital humain, mais rarement on explique comment on calcule cet accroissement du capital humain. Une manière de le calculer, c'est de comparer le salaire qu'a une personne avant une formation au salaire auquel elle peut prétendre après 1 an ou 2 de formation. Et c'est le taux qui mesure l'augmentation du capital humain. Non, nous voulons développer des formations qui, effectivement, peuvent déboucher pour les personnes sur une valorisation. Nous vivons des crises à Charleroi, il y a des restructurations. Ça n'aurait pas de sens si nous ne disions pas aux gens, les formations que nous offrons, elles vont vous permettre, soit dans le métier que vous exercez, de postuler ou de vous développer ou d'aller chercher de nouvelles activités dans votre entreprise, soit d'aller vers de nouveaux débouchés. Je vais vous donner une illustration. Un exemple de réussite dans la région de Charleroi, c'est incontestable, c'est le bioparc.
son directeur général, M. Dominique de Monté, qui est administrateur de l'Université ouverte, régulièrement, il est président du comité de développement stratégique, il est régulièrement invité à expliquer la réussite du bioparc. Nous n'avons pas affaire à des petites start-up, nous n'avons pas affaire à quelques entreprises. C'est plus de 1000 emplois et ce sont de gros groupes. Eh bien, le profil des personnes qui sont cherchées, souvent, ce sont des gens qui ne viennent pas de la région de Charleroi, parce qu'on ne trouve pas forcément le profil de la région de Charleroi, mais il suffirait de peu de choses pour que des personnes qui ont une formation X, moyennant un module complémentaire, puissent correspondre aux recherches fondamentales. Et notre travail consiste à réfléchir avec eux en disant, mais comment montons-nous ce module de formation? Pas l'organiser nous, mais organiser ça avec les hautes écoles qui sont présentes en Fédération Wallonie-Bruxelles, avec les universités, développer ce module de manière telle qu'on puisse dire à quelqu'un, voilà, vous avez une formation, mais cette formation, aujourd'hui, ne vous donne pas forcément la possibilité de chercher un emploi, ou vous avez peut-être accepté un emploi qui ne correspond pas à votre qualification. Par contre, en allant chercher cette formation-là, alors vous vous mettez vraiment dans la perspective d'un pôle de développement qui est le bioparc à Charleroi. Va se poser, j'espère que il est encore possible de modifier le cours des choses par rapport à Caterpillar, mais si ce que je crains, la décision est irrévocable, il faudra se poser la question de savoir sur le site ce qu'on va développer, ce qu'on va faire pour, au départ d'un malheur absolu qui frappe des familles. Il n'y a pas un carologien qui n'a pas eu, il n'y a pas un membre de sa famille qui travaille ou qui a travaillé à Caterpillar, c'est mon cas, il y avait énormément de cousins qui étaient... Mais c'est au départ de cela qu'il nous faut nous reconstruire, et l'université ouverte, avec les universités, avec les hautes écoles, doit réfléchir aux profils qui seront demandés, de telle manière qu'on organise tout à la fois la formation de proximité, en accord avec les horaires de travail. Nous devons nous adapter pour que ça ne soit pas la croix et la bannière, ce ne soit pas un parcours du combattant, que d'aller chercher une formation pour s'adapter. En Belgique, comme par ailleurs dans d'autres pays, nous vivons aussi des problèmes de discrimination à l'embauche, etc. Et nous avons aussi pas mal d'obstacles, des obstacles de conditionnement social, culturel, etc. Comment l'université ouverte fait pour justement faire tomber les obstacles culturels, financiers, géographiques et stimuler la formation chez les jeunes qui n'ont plus confiance, qui ne veulent plus suivre des formations, qui sont au chômage et qui ne pensent plus être capable justement d'aller jusqu'au bout et de décrocher un diplôme, et de trouver un travail, etc. Donc il y a deux aspects. Vous évoquez l'aspect de découragement et vous évoquez l'aspect de discrimination, ou peut-être d'un racisme latent, etc. Tout à fait. Alors, l'université ouverte ne peut pas tout faire. L'université ouverte a pour but de développer l'enseignement supérieur. Et donc, je crois que cet aspect de découragement, donc des jeunes enlisés dans le chômage, pour lesquels peut-être les parents, ils n'ont connu chez leurs parents que le chômage. C'est pas pareil, mais il y a des gens sur Charleroi où, affreusement, c'est la situation. Et on sait que ce côté émancipateur de l'école n'est pas atteint autant qu'on l'aimerait. Hein. L'école qui permet comme levier de lutter contre les déterminismes sociaux et la fatalité, on sait que ce travail, nous passons à côté d'un certain nombre de choses. La Belgique n'est pas seule, cette étude montre, c'est le cas en France aussi. Donc c'est une vraie réflexion. Je vous l'ai dit, mon engagement est celui d'une école inclusive, mon engagement est celui d'une solidarité. Moi, je ne pense pas à la promotion individuelle, je pense qu'on ne réussira que si collectivement, si chacun peut à un moment donné, chaque soldat dans sa giberne un bâton de maréchal, je pense d'ailleurs que, je lisais un certain nombre d'articles ces jours-ci, le défi majeur pour les hommes politiques dans les années à venir, ça va être celui de la pauvreté. Il y avait des chiffres ce matin dans le journal affolants sur la pauvreté. Donc, peut-être que l'université ouverte n'apparaît pas en première ligne par rapport à cela, et peut-être mais il existe d'autres dispositions avec lesquelles nous ne sommes pas en concurrence. Il y a à Charleroi la Cité des métiers, qui est une manière aussi de permettre aux jeunes de mieux
comprendre avec des outils, avec des boîtes à outils, avec des animations, avec des séances d'information, permettre à des jeunes d'aller vers des métiers techniques professionnels qui ne sont pas du tout dévalorisants, qui sont à leur portée, qui permettent l'accès à un métier, sur lequel il ne faut pas non plus fantasmer. Vous voyez, il n'y a pas que des ingénieurs et des médecins. Il y a une série de métiers dont on a besoin, dans lesquels on peut parfaitement s'épanouir, gagner sa vie, etc. Donc là, je crois qu'à un moment donné, lutter en tout cas contre ce découragement, cet enlisement dans l'échec scolaire, le décrochage, l'idée qu'on ne croit plus en rien, voilà, le monde. Là, je crois qu'il y a vraiment, on doit conjuguer toutes les forces. Étant entendu ça, j'en suis convaincu qu'un certain nombre de gens qu'on peut remettre dans le circuit, à un moment vont découvrir que, je parlais des stéréotypes, mais l'enseignement supérieur est à leur portée. Vous comprenez, il y a un homme qui est assez fascinant, qui s'appelle Samuel Furfari, qui est un professeur de géopolitique de l'énergie, qui est un carolorégien d'origine et qui m'a expliqué, un jour, il est venu visiter l'université ouverte, et il est très connu parce que c'est un des rares qui a prédit l'effondrement des cours des produits pétroliers. Et il m'a expliqué qu'il avait démarré en faisant des professionnels à l'université du travail. Il avait limé, forgé, etc. Et puis, il avait pris goût, et un professeur lui avait dit, fais des A2 à l'époque, puis il fait des A1, puis il avait fait une licence, puis il a fait un doctorat. Donc, je crois qu'à un moment donné, quand on goûte, nous avions une conversation avant l'émission, vous m'avez fait part de votre trajectoire, quand on goûte à un moment donné, la première année est la plus difficile, mais quand on goûte, et au plaisir du savoir, au plaisir de s'approprier son destin, de ne pas subir les choses telles qu'elles viennent, et qu'on se dit, mais c'est à ma portée, avec un peu de courage, avec un peu de méthode, il n'y a pas là en face de moi des gens qui ont l'objectif de me buser, etc. Vous savez, c'est un vrai épanouissement. Et moi, je suis toujours fasciné et heureux quand nous pouvons voir à un moment donné des gens, et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux, qui brise cette fatalité de la reproduction des classes sociales. Je crois qu'à un moment donné, le fait qu'on puisse partager le savoir, le fait qu'on puisse, par la solidarité, par l'entrée, faire en sorte que chacun accède à un destin où effectivement la connaissance, la compréhension, la réalisation de soi, ça nous paraît un objectif. Mais l'université ouverte n'est pas en première ligne. Pour un certain nombre de situations comme celle que vous décrivez, la cité des métiers, la promotion sociale peut être un objectif. Donc il y a d'autres outils. Mais tout cela doit se conjuguer. Par rapport à la diversité et par rapport alors aux discriminations, je suis sensible à cela à titre personnel parce que j'ai un parcours de militant. Je suis sensible à ça parce que... étrangement, je l'ai vécu dans mon enfance parce que je vivais dans un quartier d'Italiens. Je suis né fin 1959 et il y avait... ça paraît dérisoire aujourd'hui, où on en rit, mais j'ai connu les matchs Belgique-Italie. Ça ressortit du folklore aujourd'hui. Je ne suis pas convaincu que c'était aussi folklorique à l'époque, et des amis de ma génération me disent à quel point ils ont vécu cela, hein, où ils étaient Italiens en Belgique, Belges en Italie, etc. Je note qu'aujourd'hui, ça fait sourire parce que des élites dans notre pays, nous avons eu un Premier ministre qui était issu de l'immigration. Donc, je suis très sensible à cet aspect des choses et je souffre aussi quand je vois que sur base d'un nom dans un curriculum vitae, j'ai lu une étude où, à un moment donné, on voulait le CV anonyme parce que parfois, le simple nom, la consonance du nom était un blocage. Je crois que la richesse d'une société, c'est le métissage. Je crois que la richesse de la région du Charleroi, vous savez, je ne sais plus le nom, mais il n'y a plus de 100 nationalités dans la région du Charleroi. C'est une richesse de la région du Charleroi. Traditionnellement, le Carolo est ouvert, accueillant. Rien ne me plaît plus que de participer à une fête. J'ai connu la création d'interculture à Charleroi, etc. Donc là, je crois que nous devons en tout cas être vigilants par rapport à ces explications, qui sont des explications faciles aujourd'hui, qui plutôt que de s'attaquer aux vrais problèmes du chômage, aux vrais problèmes de la pauvreté, aux vrais problèmes de l'exclusion,
auront tendance à montrer du doigt l'autre en disant c'est sa faute, c'est le réfugié, c'est l'immigré, etc. Vous savez, je suis heurté, je pense que sans doute un des scandales, vous savez, toute époque juge une époque précédente en disant mais comment a-t-on pu, hein, comment a-t-on pu? Je crois que les générations suivantes seront hallucinées par rapport à la manière dont nous passons parfois, souvent et peut-être globalement, à côté de la richesse que constitue l'apport d'une autre culture. Ce que j'entends, ce que je lis par rapport au camp des réfugiés, j'habite à 500 mètres du centre fait d'asile du Jumet. Je vois le meilleur et le pire dans l'accueil, dans la manière, dans l'esprit d'ouverture. Mais cette idée sur laquelle on quitte son pays par confort ou pour aller bénéficier des prestations sociales, personne ne quitte volontairement. Enfin, donc il y a là, je suis facile, là, c'est comme citoyen, c'est pas comme. Je vous dirai un mot sur ce qu'on fait à l'université ouverte, mais je suis effaré par cette richesse que nous n'intégrons pas, de cette diversité, de cette différence, de cette ouverture à une autre culture, une autre musique, une autre manière de voir le monde, une autre... Maintenant, en disant cela, je crois que je suis alors absolument opposé aux théocraties, je suis opposé à un certain nombre, à l'esprit sectaire, je suis farouchement opposé à la vision anglo-saxonne qui fait qu'on vit dans des communautés, dans des ghettos fermés, etc. Je crois au métissage, je crois à l'apport, je crois que la richesse d'une région, la richesse d'une communauté, c'est son ouverture au monde, c'est cette façon la génération Erasmus, tous ces jeunes qui ont pu aller dans un autre pays, apprendre une autre langue, se cultiver. Alors, à l'Université ouverte, nous avons un tout petit département diversité, mais qui fait un énorme travail, et qui fait de la sensibilisation à des formations citoyennes. Nous sommes impliqués dans un certain nombre de projets. Je pense à la Charleroi Academy qui recommence sa deuxième année ce samedi matin, où justement nous sommes dans les villes en mutation. Nous sommes impliqués nous sommes membres du conseil d'administration du CRIC à Charleroi. Nous essayons de développer des actions à chaque fois que c'est possible. Nous organisons avec nos départements études et recherches le 15 décembre le premier forum francophone des sciences sociales sur la démocratie. Je pense qu'une richesse de Charleroi, c'est sa capacité d'innovation démocratique. C'est le fait que, dans un certain nombre de situations, nous pouvons répondre à ces défis par plus de démocratie, par plus d'ouverture, par plus de compréhension de l'autre. Si c'est une force que nous avons, parfois quand on me demande, nous sommes une des plus jeunes villes. Nous fêtons cette année notre 350e anniversaire. Nous sommes la plus jeune ville, et puis il y a eu Louvain-la-Neuve après nous. Mais quand on me demande quels sont les grands monuments de Charleroi, je dis notre diversité et nos conquêtes sociales. Ce sont de vrais monuments. Vous savez, il n'y a pas une famille carolorigène qui n'a pas un cousin marocain, italien, polonais. Enfin, c'est notre richesse. Et ça, je crois que nous devons faire attention à ces mauvais vents. Sans doute, est-ce qu'on est marqué par le repli sécuritaire, par le débat français, par ce qui se passe en Hollande, en Allemagne récemment. Il faut bien dire, malgré l'attitude courageuse de la chancelière Merkel par rapport aux réfugiés, je pense qu'il faut être très vigilant. Mais que cela, c'est un combat. C'est un combat de militants et que chacun doit le mener. Pour faire fonctionner cet univers que vous avez décrit à l'instant, qui est extraordinaire, du respect, de tolérance, du vivre ensemble, etc. Et vous avez même cité le centre fait d'asile qui est à 500 mètres de chez vous, qu'il est quelque part votre pédagogie, votre manière, si j'ose dire, socio-constructiviste, qui vous permet justement de rentrer en contact avec l'autre via vos formations pour que cette personne puisse être acteur de cette société, participer pleinement en tant que citoyen reconnu. Nous le faisons, mais nous ne sommes pas les seuls. Vous savez,
Les universités font un gros travail. Hein. Je pense qu'il y a vraiment, et les hautes écoles, il y a un vrai, dans le pôle Énuyer, donc qui regroupe l'ensemble des partenaires de l'enseignement supérieur du Hainaut, il y a des journées d'accueil des étudiants étrangers. Il y a vraiment un énorme travail. Je crois que l'esprit de l'enseignement supérieur et de l'enseignement en Belgique est un esprit d'ouverture, de tolérance, d'inclusion. Je crois qu'il serait compliqué de promouvoir un enseignement qui serait un enseignement recroquevillé, un enseignement haineux, un enseignement du culte de la réussite individuelle, du chacun contre chacun. Donc, je pense que nous inscrivons là-dedans, là où nous pouvons l'être. Nous sommes sensibilisés à l'Université ouverte parce que nous avons des cours de français langue étrangère, donc c'est pour nous une dimension importante, parce que nous avons un certain nombre d'actions, nous insérons avec un certain nombre de partenariats avec d'autres associations qui sont au cœur de ce débat, et parce que je pense que c'est dans l'ADN, Carole Origène. Je crois réellement qu'il y a cela. Je ne veux pas faire des stéréotypes non plus par rapport, le Charleroi est accueillant, le Namurois est froid, etc. Je ne suis pas là-dedans. Mais j'aime la région de Charleroi parce que le marché du dimanche matin, que je ne louperai sous aucun prétexte, vous savez, on se tutoie, on se traite de baraki entre nous, mais je pense qu'il y a là quelque chose qui est sans doute dans nos tripes et dans nos histoires. Nous savons que notre histoire a été faite d'apports, nous savons que notre histoire a été faite de combats partagés, nous savons aussi ce que représente la solidarité dans les combats. Il y a une forte prégnance des valeurs du mouvement ouvrier dans la région de Charleroi, des valeurs d'humanisme et d'accueil. Mais c'est vrai que nous pensons aussi à des formes, à des pédagogies pas différentes, mais nous développons par exemple aujourd'hui des produits fort à la mode qui sont les MOOC, Massive Open Online Courses, qui sont ces cours, ne sont pas uniquement des tutoriels, ne sont pas uniquement de l'e-learning, enseignement à distance, mais je pense que c'est aussi une manière différente d'apprendre, qui ne nécessite pas du présentiel. Nous réfléchissons à l'enseignement inversé, c'est-à-dire le cours n'est pas prévu pour dispenser le savoir, il doit être connu avant par syllabus, par un MOOC, par un autre, et le cours est le moment de l'échange à travers une matière qui doit déjà être connue. Ce sont d'autres matières de pédagogie, sans doute aussi que chez nous, il y a une ouverture à... Quand on est un acteur de la formation continue, on a forcément un rapport différent à l'enseignant, parce qu'on a affaire à des adultes. Les adultes qui reprennent les cours chez nous, c'est pas des gosses qu'on a traînés devant une classe et qui traînent la patte parce que c'est pas ça qu'ils voudraient faire. Je n'ironise pas, mais ce sont des gens qui acceptent de venir en soirée, qui acceptent de prendre sur leur temps de loisirs. Souvent, dans leur famille, c'est un sacrifice. C'est du temps de famille, par exemple, ce sont des vacances, ce sont des moments où on doit se taire parce que papa ou maman est en train de potasser, c'est l'accès à la bibliothèque, ce sont des univers un peu différents. Évidemment, quand on est au cœur du dispositif, après vous avoir quitté, je vais retourner à l'université ouverte, je regardais ça ce matin, nous avons 7 cours au soir. Il y a 7 salles jusqu'à 9h du soir. C'est une ruche le soir, l'université ouverte. Et c'est dans des domaines fort différents. Justement, après 2 ans maintenant de fonctionnement de ce projet, quelles seraient, selon vous, en tout cas, les indications de réussite de ce projet, ou soit les intrants ou les extrants en fait, de ce projet? Est-ce que vous avez l'impression que le projet répond vraiment à une nécessité absolue et qui doit vraiment grandir, etc., et aller plus loin encore dans son travail? C'est une bonne question parce que nous ne pouvons pas simplement avoir des critères intuitifs en disant j'ai le sentiment que ça tourne, il y a beaucoup de réunions, il y a des salles de classe, etc. Donc mesurer les indicateurs de réussite, eh bien, ils sont multiples. D'abord, je pense que la satisfaction des partenaires. Nous travaillons, on dit, avec le Forum, avec l'Union wallonne des entreprises, avec la Chambre de commerce, avec les organisations syndicales sur le plan interprofessionnel qui sont présentes, avec les hautes écoles et les universités. Un critère de réussite, c'est aujourd'hui la multiplication de partenariats. Nous lançons régulièrement, et ça ne fait que commencer, des certificats universitaires et interuniversitaires. Nous avons, il y a 10 jours, lancé avec l'ULB un certificat interuniversitaire, l'ULB et l'UMONS,
en management associatif, c'est important. Le réseau associatif est dense, à Charleroi, à Bruxelles, ailleurs, mais parfois les gestionnaires de CSBL n'ont pas le bagage, ne sont pas équipés pour. C'est un certificat interuniversitaire qui répond à une réelle demande. Donc, l'insatisfaction de nos partenaires. Les autres critères, c'est, je pense, que lorsque nous verrons la région de Charleroi-Sud-Hainaut rattraper en taux de diplômés du supérieur la moyenne wallonne et nationale qui elle-même doit tendre à s'élever, c'est-à-dire lorsque on comprimera l'écart, il y a une évolution à Charleroi dans la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais c'est sur l'écart que nous devons travailler. Si nous évoluons au même rythme que les autres, ça veut dire que l'outil de l'université ouverte, il accompagne un mouvement qui est celui-là. Je veux dire, les jeunes font plus naturellement d'études, des gens reprennent des études parce que les séances d'information, parce que la nécessité, parce que l'envie de s'épanouir, etc. Parce que parfois l'employeur aussi le demande dans un parcours professionnel. Donc c'est le rattrapage. Et un troisième critère me semble être notre insertion au sein d'un tissu associatif, un tissu collectif. Par exemple, nous organisons, il n'y avait pas à Charleroi les cours conférences du Collège Belgique. Eh bien, donc c'est l'Académie royale qui organisait avec le Collège Belgique. Lors de l'avant-dernière conférence, un colloque sur le chemin de Lemaître, il y avait 480 personnes. Alors que lorsque nous avons lancé ça il y a plus d'un an, les gens disaient « Est-ce que ça va marcher à Charleroi ?» Aujourd'hui, il y a une multiplication de conférences à Charleroi. Je parlais de Charleroi Académie, c'est ce samedi matin. Certains matins l'an dernier, il y avait 200 personnes qui viennent un samedi matin écouter des conférences et ensuite discuter après la conférence. Ce sont des éléments. Nous organisons pas mal de colloques et de rencontres. Nous aidons à ce que ça ait lieu, parce que nous sommes parfois un partenaire. Et, dernier critère, le plus important pour moi, ce n'est pas que nous organisions à Charleroi les mêmes enseignements supérieurs qui se déroulent ailleurs. On dit, mais ça a lieu à Namur, ça a lieu à Mons, ça a lieu à Louvain, mais ça aura lieu aussi à Charleroi. Je souhaiterais, moi, que soient organisées à Charleroi des choses qui ne sont qu'à Charleroi, et dans lesquelles, on dira, c'est à Charleroi qu'il faut étudier. Je prends un cas précis, c'est l'architecture transmédia, l'écriture du transmédia. Donc c'est, jadis, un auteur de bande dessinée, ou un auteur de film, ou un auteur de bouquin, écrivait pour un support, et puis parfois le transmédia, c'est une écriture non linéaire, où dans le même mouvement, vous écrivez un scénario pour un film, mais qui est aussi un jeu vidéo, qui est aussi un développement en bande dessinée. Vous comprenez, il y a une série d'adaptations. Ça n'existe pas encore formellement. Il y a un projet qui est en train de naître à Namur, mais nous sommes équipés à Charleroi, nous avons le quai de l'image, les Dirty Monitors sont installés à Charleroi. Nous avons l'école belge de la bande dessinée à Marcinelle-du-Puy, nous avons la fondation Belgian Hero qui est à Charleroi, nous avons un certain nombre d'outils, eh bien nous pourrions le développer. Je pense que nous pourrions développer à Charleroi un master en danse. Nous avons Charleroi Danse, nous avons énormément d'art vivant. Je pense que nous pourrions développer à Charleroi, et ça ce serait un critère important, des formations supérieures pour lesquelles ce sera à Charleroi et pas forcément ailleurs. Nous aurons été pionniers parce qu'il y a une demande, parce qu'il y aurait une souplesse et parce que des partenaires se seront dit, bah oui, on peut les monter à Charleroi. Vous avez, je prends à nouveau un exemple, le développement urbain. C'est une ville qui est en totale mutation. Si vous allez à Charleroi, vous savez, la ville, il y a des grues, il y a des chantiers, il y a des projets FEDER, etc. Bah, étudions ces villes en mutation et développons des formations supérieures en architecture, en urbanisation, développons ça de telle sorte que Charleroi soit une ville pionnière sur ces disciplines. Est-ce que l'université ouverte de Charleroi a aussi des projets dans le cadre, par exemple, de lutte contre l'extrémisme, le radicalisme, etc. Et surtout que nous vivons en Belgique des moments très difficiles actuellement de peur et d'insatisfaction. Est-ce que votre université, ou l'université de Charleroi, a un programme ou un projet qui pourrait accompagner en tout cas ces jeunes, à leur donner de l'espoir, à leur donner par exemple d'autres alternatives et leur éviter justement de rester dans ce climat. Nous ne sommes pas chef de file, nous n'avons pas un projet en tant que tel aujourd'hui, mais nous
nous insérons dans tous les dispositifs au niveau de Charleroi, et nous pourrions sans aucun problème accueillir des projets de conférences, de cycles, de modules de formation et d'accompagnement qui s'inséreraient, parce que c'est au cœur de notre mission. Nous voulons un développement inclusif, nous insérons dans un certain nombre de valeurs de solidarité, de fraternité, de respect de l'autre, d'égalité, qui sont au cœur de notre projet, de notre utopie créatrice, et donc nous n'aurions aucun problème de nous insérer. Mais ces projets pourraient être portés par des associations et par des hautes écoles. Donc, nous devrions peut-être affiner ce projet et voir comment le développer. Mais dans les colloques que nous organisons et dans les conférences, nous sommes partenaires d'un certain nombre d'initiatives qui sont prises à cet égard. Une dernière question. Quelles sont les mesures à prendre afin de redonner à l'univers de l'université son vrai sens du rassemblement et du vivre ensemble? Je pense que c'est indissociable. Il n'y a pas de promotion de la connaissance et de l'intelligence qui irait à l'encontre, le savoir et la connaissance, qui exclurait, qui ramènerait des thèses innommables sur la supériorité de tel ou tel, ou qui créerait des modèles sur base duquel la réussite est liée à l'argent ou à l'origine sociale, etc., ça me paraît incompatible avec les valeurs les valeurs des Lumières. Moi, ça peut paraître bateau, mais je pense qu'il faut en revenir aux valeurs des Lumières. Et donc, je crois que par l'université et l'universalisme sont deux mots qui ont forcément la même étymologie, qui ont la même racine et qui vont de pair. Je crois que c'est dans un monde qui est sans... Il pourrait y avoir une mondialisation heureuse qui est celle du partage, qui est celle de l'abandon, de la peur de l'autre, de la connaissance. Ce qui me frappe, c'est que lorsque j'étais enfant, cette petite lucarne qu'on appelle la télévision était une fenêtre ouverte sur le monde qui nous donnait envie d'aller vers le monde. Et aujourd'hui, cette petite lucarne, je vois ça par rapport à ma maman qui a 82 ans, c'est une fenêtre qui lui donne peur. Ce qu'on lui montre, c'est des explosions. Elle croit que l'islam, ce sont des terroristes. Aujourd'hui, cette lucarne n'est plus une ouverture vers une mondialisation de la connaissance de l'autre et l'envie de partage, elle génère de la peur, de l'effroi, du repli sur soi. Je crois qu'il y a là des sujets sur lesquels nous devons être extrêmement attentifs, parce que il ne faut pas faire le chemin à l'envers. Alors, je vois tout à la fois dans la société des lignes de force qui m'inquiètent, la montée de l'extrême droite, les discours faciles et radicaux. Regardez un débat sur Facebook, la tournure que ça prend. Après 5 minutes, les gens s'injurient, se traitent comme on ne se traite pas. Il y a là un délitement de la civilité, qui est la possibilité de débattre de façon civile. Mais d'un autre côté, quand je dis ça, je suis sensible aussi à ces millions de gens qui ont vu le film Demain. La semaine dernière, je rencontrais, il était fait docteur honoris causa de l'université de Namur, Cyril Lyon, qui est le réalisateur de Demain, et Rob Hopkins, qui est le responsable des villes en transition. Vous savez, quand vous sortez de cette projection, vous lisez le bouquin, quand vous voyez ces myriades d'associations, incroyables comestibles, ces jardins partagés, ces bouquins que l'on partage, etc. Il y avait samedi dernier l'inauguration en Charleroi d'un magasin coopératif. Donc je pense que nous ne devons pas avoir une vision tronquée parce qu'à un moment donné, nous aurions peur ou nous céderions à la facilité dans un sens comme dans l'autre. Je crois que toujours, il n'y a jamais eu une époque où les choses étaient gagnées. C'est un combat. La tolérance est un combat. Ce n'est pas donné. La rencontre de l'autre, le dialogue, l'ouverture, le fait de ne pas avoir peur de la différentes cultures, c'est un combat. C'est un combat d'éducation permanente. Et je pense que ces dernières années, on a laissé partir l'éducation permanente, on a moins financé toutes ces associations qui font un travail sur le terrain, qui
créent un maillage qui font société, et cela, nous en payons le prix aujourd'hui par la peur de repli pour soi. Mais je ne cède pas au pessimisme. Ce que je vois, en tout cas dans ma région, me rend optimiste. Et, comme disait, je crois que c'est Jaurès qui disait qu'au pessimisme du constat, il fallait substituer l'optimisme de l'action. Tout à fait. Merci Dominique Cabillaud pour ce partage, pour cette conclusion de respect et de valeurs universelles. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.